nous songer, nous songer, nous songer. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde. C'est toujours un plaisir pour notre là pour l'émission Nous songer pour émission Nous songer, j'en ai toujours rappelé ça, c'est une initiative Radio Résistance avec secteur progressiste haïtien qui visait mettre lumière sur une série dates historiques, une série d'événements importants qui marquaient l'histoire paysanne. Donc pour présenter l'émission aujourd'hui, c'est toujours même équipe là, une modification que nous devons signaler et nous bien Edouard Edouard et qui derrière caméra, sans Exuma Emmanuel, qui est toujours avec lui, et Ousmane lui dans le micro pour servir. Donc, dans l'émission aujourd'hui, on a recevoir professeur Camille Chalmers, avec lui, nous pourrons réfléchir sur une date historique, qui passait dans l'histoire pays, et que, après 109 l'année, occupation 1915 ans. Donc, nous a commémoré date ça avec, professeur Chalmers, qui pourra analyser avec nous conséquences aujourd'hui, après 109 l'année, conséquences, et qui, eh bien, et dynamique qui va permettre à ce que les peuple haïtien reprendre souveraineté pays et permettre à ce que nous sortions dans l'histoire occupation et ça avec professeur Chalmers nous va gagner pour nous garder question ça à lui-même n'a dit bonsoir professeur comment nous bonsoir Ousmane bonsoir Radio Résistance n'a résisté. Bien, alors c'est résistance parce que nous clair que le pays a connaît des moments dans l'histoire qui nous pas jamais connaît puisque douleur ou atroce nous gagnons une situation chaotique et c'est avec ces situations ça que nous allons réfléchir sur lui dans le contexte qui n'a pas évolué aujourd'hui dans cadre dans occasion et bien 109 l'année occupation américaine et même si nous clair que gagnons toute une variation des questions ça, j'ai un pays occupé dans des moments ça, mais avec nous, n'a rien pour nous garder ça plus profond. Donc, en nous essayer pour pose avant même que nous attaquer, rentrer d'emblée dans l'émission. Nous songer, nous songer, nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous terracher liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourit dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous moun dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance là. Amis internautes, auditeurs, auditrices, nous tournons pour suite émission. Donc, dans le cas d'émission aujourd'hui, on a recevoir professeur Camille Chalmers avec lui nous pour réfléchir, j'en ai annoncé lui, sur date 28 juillet, qui c'est une date historique assez très important dans l'histoire pays. Et avec professeur, nous pour regarder, eh bien, éléments ça. Donc, professeur Chalmers, donc, pour permettre de nous faire une analyse comparative, l'important pour nous rappeler à peuple haïtien et les amis internautes auditeurs auditrices Radio Résistance et qui ça qui t'est passé dans date 28 juillet étape important qu'on font râler pour rafraîchir mémoire peuple haïtien. Oui, nous croyons que l'important pour nous réfléchir sur date 28 juillet 1915 parce que l'occupation soldats américains sur le territoire pays d'Haïti c'est un véritable tournant historique. Il marquait vraiment un changement radical dans la nature du système politique haïtien. Côté qu'à partir de 1915, nous rentrons dans une situation côté que Haïti vient une néocolonie qui en bas tutelle puissance armée, puissance états-unienne. Très clairement. Donc, il est extrêmement important que nous comprenions ce qui est passé et que nous étudions ce qui est passé et que nous voyons tout pour qui ça, malgré le départ troupes plus haut en 1934, le pays n'a pas jamais réellement réussi à désoccuper. Des occupations pas jamais triomphé véritablement. Et la plupart des gouvernements qui succédaient après le départ des troupes américaines, ils ont continué dans le même modèle de dépendance par rapport aux États-Unis qui étaient installés à partir de 1915. Donc des occupations pas jamais réussi à faire véritablement. Et jusqu'à 2024, malheureusement, toujours en bas contrôle des puissances impérialistes américaines. Alors, 28 juillet 1915, il y a un ensemble de troupes de soldats états-uniens qui débarquaient dans le pays d'Haïti à l'occasion d'une
événement, côté que le président de la République, Villegoin Guillaume Sam, et la population a été accusée que c'est les mêmes qui débattent l'ordre pour massacrer un ensemble de prisonniers politiques. Et parmi les prisonniers politiques, il y a des leaders politiques extrêmement populaires et importants. Et c'est Charles Oscar qui était censé qui était bras, qui était pas l'exécuter l'autre ça. Et après l'exécution ça, même si que il y a un pile monde, notamment Price Mars, parce que c'est pas Villegoin Guillaume Sam qui était l'autre ça. Parce que Villegoin Guillaume Sam, pendant toute ville, il était un politicien, il était sénateur, etc. Et il était toujours à défendre un ensemble de principes de fonctionnement de l'état de droit. Ok. Donc, Price Mars, c'est qu'on lit, côté il défend Villegoin Guillaume Sam, parce que c'est pas lui-même qui était l'autre ça. Donc, donc, population, une espèce de soulèvement populaire, en fait, un peu de colère, un peu d'indignation. Et Villegoin Guillaume Sam courut quitter le palais national et puis là, le cacher dans l'ambassade de France. Et puis, population cassée l'ambassadeur, ils prennent et puis ils lâchent. Donc, les États-Unis prennent prétexte de l'événement ça pour dire qu'il faut qu'ils mettent l'ordre. Il faut qu'ils ranger payant, il faut qu'ils une bataille contre la sécurité, bataille contre la misère, bataille contre la corruption, bataille contre des organisations de l'État, etc. Donc, c'était le prétexte idéal pour être capable de faire intervention militaire. Ça. Alors, dans le discours dominant qui gagne souvent dans le pays d'Haïti et qui même traversé certains documents, et yo voulait faire nous croire que les Américains étaient intervenus pour mettre l'ordre suite à l'événement ça et pour capable de retirer le pays en anarchie. Alors qu'en fait, décision pour occuper militairement le territoire pays d'Haïti sont des décisions qui prennent longtemps avant ça, même avant que Villegoin Guillaume Sam était président. Et décisions pour occuper militairement le pays d'Haïti sont des décisions qui inscrivent dans le contexte géopolitique global, côté que nous, dans mi-temps, Première Guerre mondiale, côté puissance européenne, il y a beaucoup même avec l'autre, et les États-Unis pourraient profiter, ils étaient déjà en puissance montante, ils pourraient profiter de la guerre ça pour les approfondir, expansionner et garder qui région, qui territoire que le contrôler. D'ailleurs, à partir de période ça, pour aller dans un paquet d'interventions militaires des troupes états-uniennes, dans un paquet de pays, même Philippines, etc. Donc, c'est pas Haïti seulement qui est occupé. Donc, les pays, ça n'a pas de gagner Villegoin Guillaume Sam, là, d'ailleurs. Et nous allons gagner un an après l'occupation militaire au niveau de la République dominicaine. Après ça, on va gagner Nicaragua, etc. Donc, il est clair que les décisions d'occuper militairement le pays d'Haïti est rentré dans une logique d'expansion de l'impérialisme américain et une volonté pour que l'impérialisme états-unien contrôle le bassin Caraïbe. Parce que le bassin Caraïbe, c'est un territoire extrêmement stratégique pour les États-Unis, d'ailleurs. Et nous pourrons voir tout investissement pour le faire pour le canal du Panama, le canal interocéanique du Panama. Côté que pour transporter aux marchandises de la côte est à la côte est des États-Unis, le meilleur marché fait le passer par la Caraïbe que transporter par voie terrestre. Okay? Donc, du point de vue économique, c'est un bagage qui est extrêmement stratégique et du point de vue politique et géopolitique, c'est un bagage extrêmement stratégique. Et les États-Unis pourront déployer tout un ensemble de stratégies pour contrôler les Caraïbes. Ils pourront aller, par exemple, collaborer dans la lutte de libération Cuba pour expulser l'Espagne. Et après l'expulsion de l'Espagne, ils vont signer un document que les Amendements Platte, qui c'est pratiquement une annexion de territoire cubain. Et nous pourrons prendre Porto Rico, nous pourrons vraiment développer une activité militaire extrêmement intense qui pour assurer un contrôle exclusif de tout territoire dans le Caraïbe et côté qu'il y a travail pour expulser puissance européenne, expulser présence économique, politique, militaire et commerciale puissance européenne. Donc, dans un document que Roger Farnham, qui était vice-président National City Bank, était envoyé par le département d'État depuis la période juillet 1914, il expliquait que les États-Unis doivent occuper militairement le territoire pays d'Haïti et occupation militaire ça pour bailler les États-Unis un paquet d'avantages pour toute compagnie américaine et un contrôle
territoire caraïbe. Donc ça, c'est juillet 1914. Ok, donc, intervention par le fait un an après, pas jusqu'en juillet 1915. Donc, décision était déjà prise, et il y a plusieurs politiciens, c'est donc une discussion au niveau Washington, qui a parlé de qui gens pour occuper militairement Haïti, et bien avant l'arrivée des troupes le 28 juillet 1915, il y a une présence de bateaux de guerre tout près au Cap, tout près de Gonaïves, qui était vraiment préparé à l'intervention militaire. Ça. Donc, et nous parlons très rapidement que l'intervention militaire, ça, un objectif principal, c'est expulser de pays d'Haïti, et surtout de l'économie pays d'Haïti, deux puissances européennes, la France et l'Allemagne. Et parce que la France a réussi pratiquement un contrôle presque total du système financier haïtien grâce à la rançon de l'indépendance. Nous avons utilisé la rançon de l'indépendance pour prendre contrôle du système financier. Et Banque Pays d'Haïti, sont une banque qui était pratiquement succursale du système financier français. Donc, il faut qu'ils retirent la France de ça, pour remplacer la France. Et l'Allemagne, lui-même, était très présent sur le plan économique, notamment sur le plan commercial. Et tu as gagné une entreprise comme Lawson, par exemple, tu as contrôlé plus de 35 magasins dans Port-au-Prince. Et il y a un bagage que Haïti a exporté massivement, qui c'est Campèche. C'est pratiquement l'Allemagne qui était contrôlé le commerce Campèche, l'exportation Campèche. Tu étais présent dans l'exportation café, l'exportation cacao, etc. Donc, expulsion de puissance européenne, ça va le faire à deux vitesses. Avec la France, il va le négocier. Côté que pour faire une espèce de division du travail, côté où dit la France, par exemple, ou mettre suspendre toucher versement intérêt sur rançon de l'indépendance, sur la dette de ça, ou même la dette de l'indépendance, que nous avons les rançons de l'indépendance. Et puis, je prends comme blanc dans mes haïtiens et puis je paye. Ils n'ont pas besoin de prendre directement. Ok, donc, on va négocier avec le système financier français de façon à ce que un transfert qui fait vers le système financier américain et transférer ça pour le faciliter par la fameuse opération de piraterie et de vandalisme qui fait le 17 décembre 1914, côté que gagné un cuirassé américain que le Mathias, qui pourra débarquer des soldats dans la Port-au-Prince, il pourra entrer la nuit et dans la banque centrale là, il cassé la banque centrale là et puis il volait toute réserve là au pays d'Haïti, il mettait sous bateau et il allait avant. Okay? Et évidemment, un bagage qui pourra soulever protestation, indignation de grande partie de la classe politique haïtienne, mais qui n'a pas de moyen pour reprendre ça. Et donc, pral gagner une espèce de division du travail avec la France. Et nous voyons que la division du travail, ça a été un peu actuelle, puisque nous voyons par exemple le renversement du président Aristide, nous voyons qu'il rôle actif que la France jouait avec les États-Unis. Mais maintenant, pour l'Allemagne, ben, on peut le faire tout l'autre gens, on peut le faire dans l'affrontement, côté que yo saisi toute richesse que l'Allemagne a dans le pays. Yo exproprié carrément, yo mette plus gros capitaliste allemand en prison. Okay? Donc, et yo fait des transferts vers des entreprises américaines. Donc, nous voyons clairement que l'objectif là, c'est justement le contrôle de le territoire ça, contrôle Caraïbes blanc, et utiliser le territoire ça comme espace d'expansion des capitaux américains et utiliser le territoire ça tout dans une stratégie globale de contrôle au niveau de la Caraïbe. Et nous voyons que justement, l'occupation et troupes états-uniennes pour le fait que pour gagner une nouvelle étape dans la division du travail au niveau régional, au niveau de la Caraïbe, côté on va décider que Haïti, c'est lui-même qui a fourni main-d'œuvre à bon marché. Okay? Et parce que nous avons quand même une dynamique démographique importante. Donc, bon, masse de travailleurs qu'il a, que va l'utiliser pour enrichissement compagnie américaine dans d'autres pays, notamment Cuba et République dominicaine. Voilà, donc c'est très très important pour que nous connaissions les circonstances, le contexte de l'arrivée des troupes américaines. C'est vrai que tu as une situation chaotique dans le pays. C'est vrai que tu as un pile problème de corruption. C'est vrai que tu as un pile problème de mauvaise gestion au niveau de l'État. Tu as des conflits tout qui était traduit par une très grande instabilité politique.
au niveau de l'exécutif, etc. Mais tout bagage ça, on prend le prétexte pour justifier l'intervention militaire qui pourra faire le 28 juillet 1915. Donc, c'est très très important que nous soyons capables de comprendre quels sont les vrais objectifs de cette intervention militaire. Et après ça, nous allons insister sur le fait que l'intervention militaire, ça, bien sûr, pourra transformer de façon durable le système politique haïtien et pourra avoir des conséquences majeures sur le pays, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue financier et du point de vue socioculturel. Des conséquences majeures et des conséquences que jusqu'à présent on a payé prix et intervention ça que nous-mêmes nous qualifions d'un véritable désastre pour le pays. Professeur, nous gagnons pour nous divers aspects dans l'émission ça avec vous, mais il est clair qu'au fond, rappel historique extrêmement important, surtout pour du manque qui gagne dans l'éducation haïtienne, dans le niveau éducation, système éducatif haïtien qui pas aider et bien génération et qui passait au soit génération actuelle là et connaît tellement de bagages sur l'histoire récente paysan et donc nous clair que information que vous partagez avec nous là c'est des informations extrêmement utiles et qui pourraient le permettre parce que des jeunes qui généralement ont raté des notions histoire ça et bien recueillir certaines informations qui permettent à ce que ils comprennent mieux et bien structure sociale haïtienne et comprendre dynamique sociétaire. Donc nous on commencé à effleurer et quelques informations sur conséquences de l'occupation américaine dans ce pays. Donc l'important pour nous bien entrer d'emblée dans l'aspect ça, en regarder conséquences économiques, conséquences politiques et financières que ou commencer à regarder avec nous là-haut, qui ça conséquences je ne veux dire vous peuple haïtien. Bon, d'abord, sur le plan politique, l'occupation états-unienne va représenter un moment de régression. C'est extrêmement important parce qu'en plus, le monde pensait que Haïtien n'est pas pareil pour la démocratie, etc. Alors qu'en fait, l'intervention militaire, là, il va écraser tout ensemble d'efforts qu'il a fait pour construire une institutionnalité démocratique et il va jeter les bases sur lesquelles il y a plusieurs dictatures qui vont fleurir. Okay? Donc, une extrêmement important, c'est que l'intervention militaire, ça, elle est faite de façon extrêmement violente, donc violation de toute règle internationale, donc violation de tout principe de l'égalité entre les États au niveau international, dans toute règle de respect de l'autodétermination et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, c'est une violation flagrante qui fait dans une dynamique doctrine impérialiste qui est héritée de Monroe, côté le corollaire de Roosevelt, etc. Côté que les États-Unis pensaient que c'est eux-mêmes qui économique et dynamique qui pique dans la région. En plus, c'est eux-mêmes qui détenteurs de la civilisation européenne. Donc, c'est eux-mêmes qui doivent abattre le son tout partout et transformer en véritable gendarme. Et il y a un très gros débat entre doctrine dominante au niveau establishment américain et doctrine Calvo et Drago, qui sont deux spécialistes argentins qui eux-mêmes justement ont l'autre vision du continent et qui a montré l'importance du continent avancé dans le respect de l'autodétermination des États et de dignité de chaque peuple. Donc, du point de vue conceptuel et du point de vue idéologique, ils ont été préparés pour imposer à leur peuple sous prétexte, sous argument fallacieux que c'est eux-mêmes qui peuvent civiliser, pour imposer le système par eux. Et il y a des historiens américains, comme Schmidt par exemple, qui est contexte où il dit que le système politique que aux jeunes haïtiens était plus démocratique que le système qui était aux États-Unis. Et côté que pour l'imposer en régression. Et régression, ça pourra le faire à plusieurs niveaux. Bon, premièrement, gagner le scandale de la Convention haïtiano-américaine qui a été signée par l'exécutif en septembre 1915, adoptée par les deux chambres en octobre et novembre 1915. Et convention, ça, c'est une convention qui pratiquement effacé l'indépendance pays d'Haïti.
C'est une convention qui clairement dit que le pays est dirigé par 3 personnages qui sont nommés par le président des États-Unis d'Amérique. Un, c'est le commandant des Marines. C'est le receveur des douanes. Pas oublier qu'à l'époque, la principale recette de l'État émanait des recettes douanières. Et troisièmement, c'est ça, le conseiller financier. Donc, il y a 3 personnages qui, dans le texte convention ça, définis comme les maîtres absolus du territoire haïtien. Et côté que ils ont droit et privilège pour prendre toute décision sur qui ça a fait avec l'argent, sur le budget pays d'Haïti, etc. Et gagner, par exemple, le témoignage d'Antès Bellegarde à la commission Forbes, côté Antès Bellegarde a expliqué comment que les Américains ont décidé de ne pas investir au niveau de l'éducation. Okay? Et côté que ils ont même désinvesti au niveau de l'éducation. Et côté que ça a même été plus insisté sur lui, c'est formation technique et professionnelle de techniciens agricoles qui pour au service des entreprises et des compagnies américaines. Okay? Donc, et nous rentrons dans un système de tutelle et côté que c'est américain qui a dirigé le pays concrètement. Et la convention allait très loin, par exemple, il même dit que le président de la République haïtienne n'a pas de droit de changer tarif douanier sans pas consulter le président des États-Unis. Le président d'Haïti n'a pas de droit de prendre des décisions, par exemple, au niveau de accords internationaux avec d'autres pays sans que pas consulter l'ambassadeur américain et le département d'État. Et il était même allé jusqu'à éliminer les postes de consul et d'ambassadeur pour dire que toute politique étrangère, l'État pays d'Haïti, c'est américain qui a géré directement. Okay? Donc, nous voyons que là, elle est très, très, très loin. Bien. Donc, ça, c'est une première régression. Ça veut dire que pratiquement, avec la Convention haïtiano-américaine de 1915, ils ont effacé 1804. Ou pas au pays indépendant encore, ou son pays sous tutelle et sous contrôle du département d'État. Et il y a un plus gros coup que pour le porter à pays, c'est la Constitution de 1918. Parce que la Constitution de 1918 pour représenter une régression politique extrêmement importante par rapport à la Constitution qui était en vigueur en 1889. Donc, la Constitution de 1889, c'est une constitution que je jugeais comme une constitution extrêmement démocratique. Par exemple, qui était aménagé tout un ensemble de systèmes de régulation pour assurer l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Constitution de 1918, on va le casser par ça. Il va le mettre pratiquement en concentration de pouvoir dans le même président de la République, dans le même exécutif. Okay? Côté qu'il va réduire, par exemple, le Parlement, il va retirer une bonne compétence dans le Parlement, d'ailleurs, il va réduire la quantité des députés et sénateurs, et de façon à ce que nous gagnons le Parlement reste avec, et côté que c'est l'exécutif, et en particulier le président de la République, qui prend toute décision. Okay? Et Constitution 1918, ça, c'est pas une constitution que l'Haïtien fait. C'est une constitution qui a été rédigée directement par le président des États-Unis. Monsieur dit ça pendant campagne, pendant un discours qu'il a fait dans la campagne électorale. Monsieur dit c'est moi-même qui rédigeait la constitution pays d'Haïti. Okay? Donc, constitution ça, parce qu'il y a une ignominie, il y a très grave. C'est l'élimination de fameux article 12 de la constitution impériale de 1805 de Dessalines, qui était dit que sous aucun prétexte, étrangers pas qu'à entrer dans le pays en pour propriétaire. Ils pourraient éliminer la question de ça, ils pourraient bailler droit de propriété aux étrangers. Okay? Et c'est un article, malgré tous les changements, il n'y a pas l'empile de stabilité politique au XIXe siècle, tous les changements constitutionnels, l'article ça a été campé de 1805 à 1918. Et en 1918, ils pourraient faire une farce, quand ils ont fait soi-disant référendum. Ils prennent des camions, ils votent un paquet de paysans, viennent voter, c'est que les paysans pas même connaissent qui ça a voté. Okay? Donc, une farce, c'est qu'il y a même les analystes des journaux américains disent que bah, ça, c'est un véritable scandale. Et ça, c'est probablement très important tout. C'est qu'ils ont introduit en Haïti l'habitude des fraudes électorales. Okay? Côté que élection, c'est simplement un trompe-l'œil. Okay? Ou simplement un bagage pour faire comme si pour la galerie. Pour faire un jeu démocratique, alors que décision dans l'organisation de l'élection, dans le résultat de l'élection, c'est américain qui prend. Okay?
Et effectivement, la Constitution 1918, qui soi-disant a été adoptée à grande majorité par le peuple haïtien, mais c'est une constitution que le peuple haïtien pas même lire, pas même connaître, et qui représentait une régression du point de vue de la démocratie. Alors, si nous regardons tout sur le plan politique, et d'après plusieurs historiens, notamment Suzy Castor, l'intervention militaire américaine en Haïti, c'est certainement l'une des plus brutales et des plus destructrices de toute intervention militaire qui fait dans la région. Okay? Et dans ce sens-là, nous sommes capables de dire que gagnant une volonté de détruire les institutions politiques haïtiennes et de déstructurer le pays. Par exemple, le Parlement, il a envahi et puis il a fait. Okay? Parce que tu as des sénateurs qui ont un discours nationaliste, qui avaient essayé de défendre le droit à l'autodétermination du peuple haïtien. Ils ont fait, ils ont expulsé, vous voyez tout le monde la caille. Ouais. Et ils ont exercé une répression sans merci contre tout le monde qui a dénoncé l'occupation. Okay? Ils ont installé des tribunaux militaires pour juger journalistes quand ils écrivent une phrase pour poser une question sur l'occupation américaine, ils mettent juger tout en prison. Il y en a par exemple qui fait plusieurs taux de prison, c'est Jolibois par exemple, qui pas de taux de prison, parce qu'ils ont dénoncé l'occupation américaine. Et ils ont révoqué des professeurs à l'université parce qu'ils n'ont pas participé, ils n'ont pas voté dans le référendum et qu'ils ont fait des déclarations contre l'occupation américaine. Okay? D'ailleurs, l'université a été maltraitée pendant l'occupation américaine et parce que justement, les Américains, pas ouais, pour dire c'est un peuple de barbares et de sous-hommes besoin d'université. Donc, pas investi au niveau de l'université. Il y a même, des réductions de salaire au niveau des professeurs de l'université. Donc, sur le plan politique, il est très important pour nous voir qu'ils ont éliminé des institutions cruciales. On prend deux exemples, c'est la Chambre, l'Assemblée nationale et la Chambre des comptes. Donc, c'est considéré les cours des comptes dans la Constitution 1989, là, qui était une institution extrêmement importante, qui était une institution de contrôle et de reddition de comptes de qui gens l'argent public là dépensé. Il y en est privé, il y a éliminé. Et elle fait plus que 12 ans fermée. Sous prétexte que comptabilité utilisée, c'est une comptabilité désuète que tu vas moderniser. Et toute période que soi-disant on va moderniser la comptabilité publique là, ils ont géré l'argent payant sans aucune reddition de compte, de façon tout à fait arbitraire. Et ils ont estimé par exemple que 3 personnels, commandant Marines, et le conseiller financier et le receveur des douanes, ils ont été utilisés sans aucun contrôle plus de 84 à 85% de budget payé. Okay? Et il y a un bail extrêmement important, c'est qu'au Pralgato, il y a un processus de militarisation. Côté que il y a créé la garde d'Haïti, après ça, il y a les gendarmeries d'Haïti, et c'est un peu après l'occupation, il va transformer en l'armée d'Haïti. Et que ce soit la garde d'Haïti, que ce soit la gendarmerie, c'est un bagage qui est contrôlé par des officiers américains. Donc, toute hiérarchie, c'est des officiers américains. Et des officiers américains qui choisissent parmi des officiers qui sont habitués à gérer l'armée américaine dans le sud des États-Unis. Donc, des mondes racistes, très souvent ignorants, et qui peuvent exercer une brutalité et une violence souvent meurtrière contre la population haïtienne et contre les soldats haïtiens. Et les militaires, ça peuvent gagner un paquet de pouvoirs dans le Par exemple, même au niveau des dépenses de l'État, c'est les militaires qui payent les professeurs, c'est les militaires qui payent les agents, etc. Donc, une régression extraordinaire par rapport au système politique que nous avons gagné avant l'occupation états-unienne en 1915. C'est extrêmement important parce que dans le discours dominant, le monde croit que c'est les Américains qui viennent apprendre la démocratie. C'est le contraire. Okay? C'est un bagage qui fait dans l'esprit de violence, de violation des droits fondamentaux et on a l'esprit de créer un système politique autoritaire et dictatorial qui est dirigé par un individu qui est le président de la République
Et le président de la République, ça, bien sûr, le monde répond, c'est le département d'État. Le département d'État qui contrôle. Okay? Donc, capable de dire que sur le plan politique, il y a environ une régression totale. Et sur une régression que malgré pile l'effort qu'il fait, pile le parlementaire, par exemple, le Parlement rétabli, etc., fait des efforts pour rentrer dans le processus de sortie de l'occupation, de désoccupation, mais ça n'a pas réussi fait. Rapport de force totalement défavorable. Et un président comme Vincent, par exemple, pour l'utiliser tout prestige que tu as parce que tu es un combattant nationaliste qui était membre de l'Union patriotique. Et il peut utiliser tout prestige ça pour lui imposer une dictature, n'est-ce pas? Et la continuité du système politique mis en place par l'occupation états-unienne. Donc ça, on est capable de dire qu'en pile dictature qui peut fleurir par la suite, et par exemple, Constitution 1889, là, tu dit au président de la République, il a un mandat de 7 ans. Il n'est pas rééligible. OK. Il prend le cas de ça pour permettre que, par exemple, Borno, etc., Vincent, c'est réélu tête. Et on peut gagner, justement, tout ensemble de systèmes dictatoriaux, notamment le système destructeur des Duvaliers, côté que toute base politique système ça est déjà construit par l'occupation américaine. Et que le peuple enlevé campé réussit à faire une rupture en 1986, c'était une avancée extrêmement significative par rapport à ça que le pays a besoin, qui c'est des occupations. Malheureusement, on n'a pas réussi à accomplir complètement projet des occupations, ni projet démocratique de 1986, mais c'était une rupture par rapport donc, de la dictature, l'autoritarisme, la violence permanente contre les masses, la violence permanente contre l'opposition, la violence permanente contre les nationalistes et violence permanente contre le mouvement paysan. Tout ça, c'est marque fabrique occupation, avec une volonté destructeur terrible. Bon. Alors, sur le plan politique, l'occupation a été faite face à des résistances, plusieurs formes de résistance. D'abord, en plus, le monde connaît Charles Impérial, mais en plus, pas connaît Ismaël Kodjo, par exemple, qui était organisé des gens pour attaquer Kazen américain. Okay? Et gagné un texte côté que un officier américain qui dit que il y a des gens qui viennent attaquer Kazen, etc., nous tuer. Et nous souhaitons qu'en pile l'autre fait le même mouvement parce que Haïtiens, c'est un coup ravette, pour nous tuer plus ravette possible. Gros causé. Donc, gagner une résistance héroïque de un mouvement que les Kako, même s'il faut faire une différenciation entre le mouvement Kako à l'époque de Salnav et le mouvement Kako début du siècle, avec le mouvement Kako, Charlemagne Impérial de Norbert-Traville. Le mouvement Kako, Charlemagne Impérial de Norbert-Traville, c'est un mouvement de résistance face à l'occupation américaine, un mouvement de résistance face à l'expropriation massive pour prendre terre dans les paysans pour transférer à la compagnie américaine. Et résistance massive face à la corvée, par exemple. Parce que dans la constitution du pays d'Haïti, il y a une corvée qui était demandé que la population ait quelques jours de travaux d'intérêt général, d'intérêt collectif. Alors que vous pouvez prendre en question corvée, puis vous pouvez le transformer en véritable esclavage. Côté que vous venez arrêter les paysans la caillou, vous marrez autant que vous pète, et puis vous menez au travail. Et parfois, vous mettez des chaînes dans le pied. Et vous travaillez pendant des heures et des heures. Et très souvent, à des distances de plusieurs jours de marche par rapport à côté où était. Et côté que les âmes, depuis qu'on a essayé de sauver, on tire. Donc, la population était vraiment indigne par la question corvéenne. Et question corvéenne, surtout dans le nord et le nord-est, il y a une bagaille qui encourage les gens à entrer dans la résistance armée contre l'occupation américaine. Et l'armée de Charlemagne Impérial était réunie, d'après certaines estimations, plus de 15 000 paysans en armes, et qui pourraient résister héroïquement face à l'une des armées les plus puissantes du monde. Et résistance, ça n'a pas une farce, pas de jouette, pas de comédie. Et dans la chronologie que Société haïtienne d'histoire de géographie et de géologie publiée, montrait que de temps en temps, les responsables américains étaient obligés de demander des renforts. Les responsables américains, à un certain moment, décidé de construire tout un ensemble d'aéroports
qui permettent que avions militaires américains viennent atterrir directement et que capable bombarder Kakoyo, craser Kakoyo directement. Et il y a un pile monde qui estimait que les différentes techniques de guerre mises en place par les Américains contre le changement impératif de Nouvelle-Ville, ces mêmes techniques de guerre, ça, vous pouvez appliquer dans l'autre pays, comme au Nicaragua et au Vietnam. Okay? Et c'est très certainement une guerre contre une guérilla paysanne que nous devons vraiment admirer par héroïsme, par capacité d'organisation, puis on va le craser par la violence, par des tueries massives. Alors, quand c'était paysans qui mourent, bon, il y a plusieurs estimations, mais certainement, il y a des gens qui estiment que c'est des dizaines de millions. Et ils ont été non seulement tués au combat, mais il y a un taux de mortalité très élevé des prisonniers. Par exemple, chaque fois que Capo est attaqué, que tué un Américain, etc., il y aura les prisonniers qui ont tué tous. Donc, et au bientôt les chambres à gaz. Par exemple, la fortification de Chabert, dans le nord-est, côté où les Caracoles ont construit une zone franchement, c'était un fort que on pourrait l'utiliser pour emprisonner en masse Kakoyo et tuer en masse avec la technique de la chambre à gaz. En plus, le monde a parlé de chambre à gaz Hitler, et puis nous ne connaissons pas qui gens qui ont utilisé chambre à gaz contre les paysans haïtiens entre 1915 et 1920. Et pendant toute période d'occupation militaire états-unienne, la population a résisté, la population a protesté, la population a bataillé, et nous gagnons, par exemple, tout un ensemble d'organisations, comme l'Union patriotique, avec Georges Sylvain et d'autres patriotes, qui ont réussi, par exemple, l'Union patriotique, dont là, on estimé qu'il y a plus de 31 000 membres dans le pays, et il y a plus de 42 bureaux dans différentes régions du pays, donc il a vraiment gagné une représentation nationale. Et il y a des centaines de professionnels, de avocats, ingénieurs, médecins, etc. Donc, et qui étaient décidés de résister. Et nous gagnons tout des organisations de jeunes qui jouent un rôle très très important, non seulement dans la bataille contre l'occupation, dans dénoncer l'occupation, et nous gagnons par exemple la fameuse manifestation des étudiants en 1929 qui pourrait aller une conjoncture qui pourrait mener à des occupations parce que mobilisation, ça c'est une mobilisation vraiment générale. C'est pas à côté que les jeunes ont réussi à soulever la population contre les Américains en profitant d'un conflit technique sur une bourse que Freeman a refusé de payer, etc. Et on pourrait gagner une coquette chaîne de mobilisation des jeunes, des lycéens, des étudiants de l'université et qui pourraient jouer un rôle très important dans les occupations pays. Donc, la résistance a été permanente, même si peut-être nous, l'autre émission, qui a analysé la résistance, on a dit qu'une faiblesse, c'était l'absence d'articulation entre la composante paysanne et la composante urbaine. Même le Charlemagne impérateur réussit à battre toute sentinelle, toute baille américaine, il rentrer Port-au-Prince, il campait sous Bel-Air, il sonnait l'envie, rassemblement, il pas joué un peu de support au niveau de Port-au-Prince. Donc, quand on dit que ça c'est une faiblesse et absence d'articulation et absence de production d'un discours politique qui était capable de rassembler tous les secteurs anti-occupation. Il me pensait que c'est très actuel, je dis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, donc ça c'est sur le plan politique. Et nous avons le fameux texte de Raymond Cabège, qui c'est une plaisance. Il représentait présenté sur la Tibonite, comme ça, donc il était représenté à l'arrondissement de la Tibonite dans le Parlement, et qui font un extraordinaire discours, côté monsieur dit que tout ça entendait, l'occupation américaine n'a pas porté démocratie, il n'a pas porté sécurité, il n'a pas porté prospérité, il n'a pas porté développement économique. Et convention haïtiano-américaine que soumettent nos aujourd'hui, c'est une convention de la honte qui pourra consacrer misère, dépendance et recolonisation du pays d'Haïti. Il même dit, il n'a pas jamais accepté si on bagaille comme ça. Et comme tu as une majorité qui commence à définir en faveur de la convention, M. lagué
râler qu'aucun député, lui, la gueule dans l'hémicycle, et puis il vire de là. OK? Et on parle gagner tout un ensemble de députés, par exemple le député Jacques Melio et plusieurs députés Gounaïm qui étaient d'accord avec protestation de Mokabéchio. Et on parle d'une contestation encore plus forte au niveau du Sénat. Et c'est pratiquement en utilisant des moyens d'intimidation et des moyens de corruption que le 11 novembre, il y aura le fait que par le Sénat voter et qu'on ça. Okay. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire que c'est très très important que nous comprenions le contexte global là, et que nous comprenions tout, qui gens que différents secteurs dans le pays d'Haïti répondent à l'occupation ça. L'Église catholique, pendant plusieurs années, était un instrument de propagande pro-occupation. Okay. Et que toute période, tu as fait des prêches dans l'église, tu as fait des sermons pour applaudir l'occupation, et tu as montré que l'occupation vient civiliser le pays et va débarrasser nous définitivement du vaudou. Okay? Yeah. Donc, tu as une collaboration très étroite entre l'église catholique et l'occupation, même si à la fin de l'occupation, il y a plusieurs pères qui peuvent virer parce qu'ils ont rendu compte que les Américains n'ont pas d'accord avec position que la France a gagnée dans le système éducatif du pays d'Haïti, pas oublier le Concordat, et il y a des pays qui peuvent protester. Mais de façon assez isolée. Globalement, on a dit que l'institution catholique a collaboré activement avec l'occupation américaine. Nous pouvons gagner tout au niveau des classes dominantes, tout ensemble de secteurs, même genre que les Américains ont crasé certains investisseurs, par exemple, ils ont été interdits pour que ils font filature. Ils ont dit que dans le pays, ça n'a pas fait pour faire toile, parce qu'on continue à acheter toile dans les Américains. Mais en même temps, ils ont été permettre que y ait un ensemble d'investisseurs qui viennent dominants dans le champ économique, là, notamment les Syro-Libanais. Et des grands Syro-Libanais qui étaient connectés avec le capital américain et qui pourraient jouer un rôle central au niveau de processus d'accumulation et d'exploitation en Haïti. Donc, sur le plan économique, donc, nous voyons plus ou moins schéma sur le plan politique. Mais sur le plan économique, nous pouvons dire que le pays fait un pile pacte pendant et après l'occupation américaine. Et parce que logique économique là, qui est la dominante, c'est une logique de comptoir. Sur un côté que pas aucun processus de création de richesse qui est important. Son côté pour nous exploiter aux sociaux et pour nous exploiter surtout le monde qui sera exploité le travail. Okay? Et puis faire acheter des produits américains et puis faire bénéfice sur ça à acheter. Donc c'est vraiment une logique de comptoir. Et côté que ils pourront essayer de démantibuler l'économie paysanne. Donc il y a des agressions systématiques contre la production paysanne. Et pour installer les compagnies américaines, c'est des centaines de milliers d'hectares de bananeraies, de riz, de bananes, etc. qui détruisent de toute qualité de produits agricoles, de produits fruitiers qui détruisent pour soi-disant installer des exploitations modernes, Et nous gagnons en pile de dénonciations qui fait sur ça. Il y a un pile d'économistes qui écrit sur question ça à l'époque. Et nous allons gagner un peu plus tard des œuvres flamboyantes comme Les arbres musiciens de Jacques-Séphine Alexis, qui dénonçaient comment que les Chada a détruit les bois et détruit la végétation, détruit l'environnement pour planter Cryptostégia pour exporter l'huile qui permet de faire caoutchouc. Donc, et pendant le gouvernement Borno, premières années de Borno, il pourra prendre 114 lois, 114 dispositions législatives, évidemment dictées directement par les Américains, parce que pour remplacer le Parlement, ils mettent un Conseil d'État, un Conseil d'État qui est nommé par le président des États-Unis. Donc, 114 lois, et toutes lois, c'est des lois pour faciliter la pénétration du capitalisme américain en Haïti et le transfert de propriété de l'économie paysanne vers les compagnies américaines.
volume impressionnant de caractères qui transféré que racheté dans mes paysans pour transférer par les compagnies américaines. Et ils ont fait par la violence. Non seulement ils ont fait des massacres contre les paysans, ils ont entré dans le jardin des paysans, ils ont boulé. Ils ont boulé les paysans, ils ont tué petits moun, tué grand moun, etc. Et de façon à ce qu'ils soient capables d'installer plantation américaine. Et ils ont fait toutes des agressions contre les paysans à travers un mécanisme qui d'ailleurs, encore une fois, actuel, qui est le mécanisme de la taxation. Ils mettent un paquet de taxes sur les paysans. Mais des bagages impressionnants. Ça veut dire que pour les paysans, par exemple, vendre la ville, ils ont un paquet de taxes pour le payer. Et Gueule-Divio, qui était une source d'emploi dans plusieurs régions dans le milieu rural, ils pourraient mettre tellement de taxes sur Gueule-Divio que puis il faut faire faillite. Par exemple, dans une zone de quartier Morin, qui était 40 Gueule-Div, il y a 37 qui fait faillite à cause de taxes que imposées. Il y a des centaines de Gueule-Div dans plein de sac, des centaines de Gueule-Div dans la zone Saint-Michel, ils ont tous fait faillite parce que Gueule-Divio, une loi qui te prend, côté américain exigeait que au 1er septembre, par exemple, de l'année 2024, vous payez toute taxe sur recette qu'on pourra le faire jusqu'au 1er septembre 2025. Un an à l'avance. C'est lourd. Donc, vraiment des taxations très très lourdes et très injustes et qui rappelaient un peu l'orientation des politiques du Fonds monétaire international, je veux dire. Donc, je suis capable de dire que l'agression contre l'économie paysanne, elle est passée par le transfert de propriété massif, elle est passée par l'élimination de tout un ensemble de structures économiques qui existaient, notamment Gueule-Divio, et l'imposition de taxes très très lourdes que très souvent les paysans n'ont pas compte payer. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que c'est à ce moment-là qu'on a créé la DGI. Ce n'est pas l'occupation américaine, non? Pas en 1924 que créé la DGI. Et DGI, justement, est structuré pour être capable de peser aux paysans et tirer le maximum de corps de paysannerie. Vraiment un mécanisme insupportable pour l'économie paysanne. Troisième, alors c'est très important de souligner qu'au niveau de l'État, toute institution technique est dans la main des États-Unis, dans la main américaine. Par exemple, si on prend travaux publics, on prend santé, on prend tout ministère, ils ont été dans la main directement des Américains. Il y a des gens qui ministres, mais en fait, c'était des portraits. C'est les Américains qui ont un véritable pouvoir de décision et d'orientation des investissements qui étaient faits. Et donc, dans ce sens, c'est extrêmement important pour nous garder tout qu'il y a un mécanisme qui est extrêmement brutal et qui a plus de conséquences sur l'économie haïtienne et sur la vie en Haïti en général. C'est le mécanisme de la migration. Côté que nous allons encourager, forcer pratiquement les paysans à migrer vers Cuba et vers la République dominicaine pour y aller travailler dans des batailles possédées par des compagnies nord-américaines. Okay? Et migration, ça c'est une migration forcée parce que transformer le territoire en territoire répulsif, le territoire quand les gens ne pas qu'à vivre là, pas qu'à travailler, pas qu'à vivre, pas qu'à manger, etc. Et ils pourraient très souvent payer des armateurs de bâtiments pour venir grand paysan ici. Et tu as parlé de même dit qu'ils mettaient dans le trésor, pour chaque tête, ils mettaient $21 dans le trésor. C'est pratiquement une traite d'esclaves. Ils rappelaient en pile la traite des esclaves. Et ce n'est pas par hasard que le fait, parce que pas oublier, il y a une composante extrêmement importante de domination américaine, c'est le racisme. Donc, on fait fréquent pour dire qu'il élimine l'esclavage, nous remettons pratiquement dans les conditions de proto-esclavage. Okay? Et donc, ça, c'est une composante extrêmement importante. Et la question de la migration, côté que les chiffres, il y a plusieurs estimations, mais plusieurs auteurs estimaient que pendant les 10 à 12 premières années de l'occupation, il y a plus de 400 000 travailleurs paysans haïtiens qui forcés à travailler dans Baté et Cuba. Et là, on prend 400 000 sur une population totale de 2,8 millions d'habitants. On trouve que c'est une grande partie de la population qui est émigrée. Et nous allons gagner le début
l'un des tournants de la crise agricole. Parce que leur raché 400 000 travailleurs, paysans qui travaillent, qui travaillent dehors, ouais, l'économie a une faiblesse là-dedans. Bien. C'est une véritable hémorragie que nous pourrons payer très très cher. Et hémorragie ça, c'est une hémorragie qui continue jusqu'à présent d'ailleurs. Nous voyons ça qui passe avec le plan Biden. 178 000 Haïtiens qui ont quitté le pays en 2023. Donc, et nous pourrons décider que Haïti, c'est fournisseur de main-d'œuvre bon marché pour expansion capitaliste. Et utilisation de main-d'œuvre bon marché, ça peut le faire par plusieurs mécanismes. Ça peut le faire par la migration. Par exemple, un travail dans la bataille Cuba, bataille dominicaine. Avec, de façon plus récente, nous voyons gens que travaillent sur migré massivement vers Chili, vers le Brésil, etc. Parce que les capitalistes dans le pays ont besoin de main-d'œuvre. Okay? Et il fait tout à travers l'installation sur le territoire haïtien même de l'ensemble de systèmes d'exploitation, côté que ils ont payé des salaires, ça que syndicalistes haïtiens ont très justement les salaires tuberculose. Donc c'est toujours même logique de l'exploitation main-d'œuvre à bon marché. Et USAID, par exemple, dans des documents officiels que publié depuis les années 80, dit que l'avantage comparatif d'Haïti, c'est la main-d'œuvre à bon marché. Qui sont absurdités. Absurdité. Et qui montrent clairement l'orientation économique. Alors, il est très important pour souligner au bagage, c'est que très rapidement, même si on était volé en pile terre, mais très rapidement, ils pourraient décider d'investir ailleurs. Ils pourraient investir Cuba, ils pourraient investir Dominicaine pour moderniser l'industrie sucrière. Ils pourraient décider que Haïti a fourni main-d'œuvre à bon marché. Ils doivent comparer l'investissement qui fait par exemple dans l'économie haïtienne et ça qui fait dans l'économie cubaine. Par exemple, il y a des années côté qu'en Haïti, ils ont investi 17 millions et puis Cuba a investi 980 millions. Donc vraiment, un investissement massif qui fait pour moderniser l'industrie sucrière là, ni à Cuba ni à Dominicaine, et pratiquement très peu d'investissement sur le territoire ici. Donc c'est extrêmement important pour nous voir nature système économique pour développer, qui sont un système économique qui n'a pas de production faite là-dedans. Un système économique qui est caractérisé justement par précarité, par des salaires extrêmement bas, par misère, par chômage, pour justement créer les conditions d'un territoire répulsif qui a exporté main-d'œuvre. Donc, c'est extrêmement important pour comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'occupation états-unienne. Voilà, donc, nous avons dit sur le plan politique, régression terrible, sur le plan économique, une destruction de l'économie paysanne, c'est-à-dire de destruction de l'économie paysanne, et on l'a tournant dans la grande crise du système agricole haïtien. Et il y a un bagage extrêmement important, c'est que la destruction qui est faite pour installer l'exploitation américaine, va le fait que il y a un pile denrées d'exportation que Haïti voyait à l'étranger massivement, on va avoir une diminution systématique. Par exemple, diminution d'exportation de café, elle a commencé. Alors qu'avant l'occupation américaine, par exemple, il y a une année, quand on a exporté 21 millions de dollars américains de café en France. Quand on a une balance commerciale favorable avec la France. Donc, on peut avoir une réduction systématique et on peut gagner une augmentation importante, par exemple, de sisal, pit, parce que les Américains pourraient investir dans Pitlan, parce qu'ils ont besoin de Pitlan pour faire code, etc., bâtiments de guerre, etc. Haïti pourrait venir dans un plus gros exportateur de pit vers le marché américain. Et côté que nous étions presque à égalité avec le Kenya à l'époque, et nous étions devant le Brésil comme exportateur pit. C'est beau posé. D'accord. Bien, alors. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, sur le plan socioculturel, le Cap dit que l'occupation américaine c'est un véritable désastre. Et parce que les diviser pays, pas qu'en pack, polariser pays, côté que misère la vie massive et différence entre revenus paysans, travailleurs, ouvriers avec les classes dominantes là viennent agrandir énormément, c'est un véritable fossé qui vient créer et ils viennent tout alimenter le préjugé de couleur.
Par exemple, dans ça, les gardes d'Haïti ou bien gendarmerie d'Haïtien, les officiers blancs américains, ils ont favorisé soldats mulâtres, bien lieutenant mulâtre. Ok? Des pour mulâtres, il y a plus de choses pour monter en grade par rapport à des soldats noirs. Donc, ils viennent attiser le jeu de couleur et qui prend un instrument très important de déstabilisation du système social haïtien. Et donc, nous sommes capables de dire tout que sur le plan socioculturel, bien sûr, on prend le renforcement tout un ensemble de discours contre la culture populaire haïtienne. Et on prend le gagner une véritable guerre qui menait contre le vaudou. Okay? Côté que ils ont pillé un ensemble de péristyles, ils ont détruit un ensemble de péristyles. Et un peu plus tard, vers 1942, on prend le gagner la grande campagne de rejetés, et qui déjà, la campagne contre Vaudouan était déjà commencé très active dans la période d'occupation américaine. Il va le voler tout un ensemble de tambours, assotors, tout un ensemble d'œuvres que joignent dans le pays syrieux, pour le transférer aux États-Unis directement. Donc, une véritable guerre contre la culture haïtienne et qui est un élément très important dans la déstabilisation paysanne, la déstructuration paysanne. Et donc, sur le plan social et culturel, disparité, par exemple en termes de revenus, par le criante. Par exemple, au niveau de certaines écoles, on a des professeurs haïtiens et des professeurs américains. Très souvent, les professeurs haïtiens ont le même niveau de qualification, parfois même plus qualifiés que les américains. Pourtant, les professeurs haïtiens ont touché entre 10 et 20 dollars américains par mois. Les professeurs américains ont touché entre 500 et 550 dollars américains par mois pour le même travail. Donc, nous voyons violence, pas une disparité extrêmement violente en termes de revenus, et qui liait tout à la question du projet de couleur et l'affirmation du racisme structurel de l'impérialisme américain. Bien, amis internautes, nous avons rappelé que vous suivez l'émission Nous Songer. Jean nous connaît, c'est une émission qui a porté contribution par lui dans aider à ce que nous réfléchissions mémoire sur une série de dates historiques, une série d'événements importants qui doivent servir nous, une certaine source qui pour nous force à énergie pour nous remettre le pays nous camper et reprendre droit grandette majeure ça et nous croyons histoire a un rôle extrêmement important pour jouer dans ça et c'est ça que fait aujourd'hui n'a recevoir professeur Chalmers qui a essayé aider nous comprendre conséquences et occupation 1915 ans et mémise des impérialistes américains toujours sous pays et joindre une formule pour que nous-mêmes nous retirions mais impérialiste en bagage et ça qui pas jamais suspendre pour autodétermination là pour joindre droit pour vivre dans respect et dignité. Donc nous faisons un bon rallye avec le professeur, on a observé une pause et on a retourné pour enchaîner pour entrer dans la ligne droite émission pour nous finir. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te racheter liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourit dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigance phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission Nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance là. Nous retournons pour continuer avec émission Nous songer pour le dia donc on a recevoir professeur Chalmers. Donc professeur, il y a un monde qui attendait cap suivre nous capable dire et description que vous fait de occupation pratique de capable dire qui était gagné pendant la période d'occupation américaine et même après dans le pays et volonté pour que vous êtes capable dire yo rabaisser
de quoi dire peuple haïtien à rien et gagner contrôle toute institution qui t'a qu'à permettre à ce que gagne des décisions qui t'a qu'à permettre ou améliorer les conditions de la vie peuple ça et qui contrôlé par les autorités américaines et qui adapte et manifester toute volonté pour consolider contrôle qui gagne sous pays là qui côté de quoi dire qui cause qui à la base de quoi dire toute eh bien violence de quoi dire que autorité américaine exprimé contre ça et côté motivation ça sorti pour que adapte même volonté ça toujours là. Bon, nous pensons que il y a trois facteurs qui m'a connaît qui interreliés. Premier facteur évidemment c'est 1804. OK. OK, donc 1804 nous font une révolution anti-esclavagiste, anticoloniale, antiraciste et anticapitaliste et qui en germe projeter des valeurs et des idées qui contraires à nature, domination, capitalisme et impérialisme. Okay? Et non seulement nous fait révolution nous mais pendant de longues années, Haïti était devenu une véritable citadelle de l'anti-esclavagisme. Yeah. Par exemple, en plus, on ne connaît qui gens que Roi Christophe permettait une série de bateaux de guerre haïtiens dans le canal du Vent pour intercepter n'importe quel bateau négrier qui a passé et libérer esclaves. Okay? Donc, tu gagné une volonté très claire de lutter contre l'esclavage, de lutter contre le colonialisme. Et Haïti joue un rôle très important dans les indépendances de la Grande Colombie, même tout le monde connaît. Et nous, pendant très longtemps, nous représentons un véritable phare, une véritable référence de la liberté, de la dignité des peuples. Et qui montrait que quel que soit, et justement, et m'a dit exploit 1804 montrait que quelles que soient les conditions d'exploitation, même les plus sévères, toujours une possibilité pour révolter, toujours une possibilité pour organiser et toujours une possibilité pour renverser la domination. Donc image ça, message ça, c'est un message qui est explosif, je dis, surtout que c'est un capitalisme avec une crise très profonde, pour qu'on a cherché alternative. Donc il est très important pour que même essayer de réaffirmer que pas d'alternative et que peuple ça qui était essayé de sortir, mais je dis, on n'en fait que lire. Donc, l'utopie de la liberté, la référence de la liberté et de la dignité, au besoin de transformer, on en fait. Et travail pour essayer de transformer l'enfer, il passait par tout un ensemble de mécanismes. Par exemple, le mécanisme de la diabolisation, tout un ensemble de bagages que le fait sous fond, par exemple, il dit que c'est diable, c'est sorcellerie, c'est bagages, mon arriéré, mon diabolique, sauvage. Ils ont mis un ensemble de stéréotypes du pays, que tout le monde a, quand pile monde a répété très souvent sans réfléchir. Par exemple, il y a des journalistes qui travaillent dans des agences de presse au niveau international qui disent que ils joignent l'ordre que chaque fois qu'on parle d'Haïti, par exemple, s'il y a font une dépêche sur le fait que il y a une équipe féminine de football qui gagne un trophée, dans dépêcheur, il faut qu'ils incluent Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Phrase, ça. Donc, depuis Haïti, il faut mettre tout de suite après le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Ce qui est complètement faux. Donc, il y a tout un ensemble de stigmates de façon à ce que, justement, nous rejeter le modèle ça. Donc, ça me pense que c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est que la Caraïbe, depuis la doctrine de Monroe et les différentes doctrines de domination impérialiste qui va déployer pendant le 19e siècle et pendant le 20e siècle, il y a toujours un Caraïbe dans le jardin papa. Il faut un contrôle total sur le Caraïbe et le Caraïbe est vraiment très proche. Et le Caraïbe joue un rôle très important dans l'accumulation capitaliste à cause du rôle que le joue dans la question de transit interocéanique comme réserve de main-d'œuvre tout. Et je dis, nous avons la mer Caraïbe qui c'est un bijou en termes de ressources biologiques que nous avons besoin de contrôler. Okay? Donc, et je dis, nous connaissons que domination hégémonique américaine est très menacée. Okay? Année prochaine, la Chine en train de transformer la première puissance économique mondiale. Et donc, domination hégémonique américaine a tremblé. Et nous connaissons que la Chine présente dans le Caraïbe là, avec des investissements dans plusieurs îles. Et en plus, dans le Caraïbe là, on a deux projets nationaux héroïques, qui c'est le projet de Cuba
le projet de la révolution socialiste cubaine et le projet de la révolution bolivarienne au Nicaragua. Donc, si on a un troisième pays qui fait alliance politique entre Cuba et Venezuela, ben, c'est extrêmement dangereux pour la continuité du contrôle de la Caraïbe. Donc, Cap dit, c'est le deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est justement la question géopolitique, assurer que l'autre puissance pas bien présence dans la Caraïbe là, et assurer que continue un contrôle politique absolu de ce qui a passé en Haïti. Et le troisième facteur, c'est la question des ressources naturelles et recherches géologiques, différentes recherches montrent que Haïti et la République dominicaine détenteurs de gisements miniers importants, des miniers aurifères, des ressources minières, l'or, l'argent, carbonate de calcium, bauxite, et même, il y a des gens qui parlaient de ressources énergétiques, il y a des gens qui parlaient tout de terres rares, mais de ressources extrêmement importantes comme l'iridium, et des ressources énergétiques, comme charbon de terre, gaz naturel et même pétrole. Donc, clair, il confirmait que il y a des ressources minières importantes dans ce sol-là, que il a bien aimé gagner un contrôle exclusif de ressources. Donc, il a dit que il y a une combinaison de trois facteurs, et puis évidemment, le troisième facteur, c'est le racisme, parce que il est très important de démontrer la supériorité de la race blanche, et ça que le suprémacisme blanc, et montrer qu'un pays qui est dirigé par des nègres pas capable de réussir, pas capable de créer une prospérité, pas capable d'avancer. Donc, parce que une combinaison de quatre facteurs ça, qui expliquait extraordinaire férocité de domination impériale sur Haïti, qui est capable même qualifié de mémise génocidaire. Il faut que le pays ça pas exister. Il faut que le pays ça disparaisse. Il faut que la nation ça disparaisse. Et dans ce sens-là, pour le dernier temps, ça, nous subit trois agressions majeures. Une première agression, c'est l'application de politique néolibérale hardline, très dure, depuis 83, et qui vient renforcer avec les années 87-88, et qui démantibulait l'économie paysanne, qui démantibulait l'institution étatique, qui transférait vers le privé tout ensemble de compétences et tout ensemble de champs d'activité, et qui déshabillait le pays complètement. Et où gagne une deuxième agression qui c'est l'agression militaire même, qui passait par des occupations militaires du territoire, et qui passait par les gangs. Parce que les gangs, c'est l'instrument de déstructuration du pays, et qui est clair, leur analyse violence gang, il est clair que c'est pas simplement une question de deux, trois mondes qui a essayé de faire corps, qui a essayé de faire l'argent, mais c'est des mondes qui à l'intérieur d'un projet de destruction nationale. C'est ça qui a expliqué que au boulet bibliothèque nationale, que au boulet presse nationale, que au boulet 6 universités, facultés, et que des gangs ont réfléchi pour chercher un tracteur pour écraser le palais de 305 portes. Donc, il est clair que vous gagnez un instrument de destruction massive, qui passait par les politiques néolibérales, la présence du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, qui passait par la destruction militaire et l'installation de climat de terreur pour des sociétés en paralysées. C'est ces sociétés qui paralysent. C'est-à-dire, là, pas capable de sortir, pas capable de faire une porte, pour obligé d'entrer la carrière à 5 heures du soir. Faut pas capable de mal aux hommes ou à 6 heures du soir. Donc, pas capable d'organiser, ou pas capable de faire réunion, ou pas capable de structurer. Par exemple, il y a des organisations qui, depuis des années, pas capable de faire une assemblée nationale. Parce que le monde pas capable de circuler dans le pays. Donc, tétaniser le pays, paralyser avec un climat de terreur. Et il y a un instrument de domination psychologique qui est important, c'est la peur. La peur. Okay? Et c'est ça qu'ils ont installé à travers les gangs. Et troisième outil, c'est la migration. Même gens nous ont organisé une véritable hémorragie vers 1915. Dans la période que nous avons tout, il y a une hémorragie extraordinaire, côté que le pays a perdu, en pile monde. Je parlais de 180 000 personnes qui étaient à l'extérieur de Saint-Domingue en 2022-2023. 178 000 qui
qui allaient dans le programme Biden, des centaines de milliers qui allaient vers le Chili, vers le Brésil. Donc, c'est vraiment hémorragie qui mettait aujourd'hui au paquet d'institutions dans le pays, sous la graba, côté que j'ai l'institution qui n'a pas qu'à continuer à fonctionner parce que, il t'a dit, capital d'expérience et de connaissances que tu gagné, perdu avec des parts. Donc, en combinaison de facteurs ça et combinaison de facteurs ça vient créer une crise de confiance. Côté population a perdu confiance dans la tête, population a perdu confiance dans le pays, et a privé à la migration. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que le projet de génocide là a continué. Et il est très important pour que la population comprenne dans quelle qualité la guerre que nous avons aujourd'hui, parce que nous ramassons caractère nous, et que nous camper face à ce projet ça. Et moi, j'ai confiance que la population haïtienne a suffisamment de ressources, suffisamment d'énergie, suffisamment de réserves, de dignité, pour que les camper face à ce projet et que les gagnent bataille là, face à l'impérialisme américain. Bien. 109 à l'année depuis les États-Unis gagné mainmise sur le pays et contrôler toute institution stratégique qui t'a qu'à permettre à ce que vous serviez avec vous comme levier pour réorienter politique paysan et permettre à ce que le peuple s'ajoigne et espoir pour revivre dans dignité avec respect. Donc nous dans ligne droite pour nous finir avec l'émission, mais ou t'as qu'à dire tout l'offre fait diagnostic situation ou fin fait toute analyse ça ou essayer ou nous compte un constat et de situation de délabrement paysan et situation malouque peuple haïtien aujourd'hui. Donc il est important que aujourd'hui nous dit en 2-3 mots que faire pour sortir pays de situation malouque, de situation chaotique que il trouve là, même si nous ouais caméraman nous a fait nous signe, il est important qu'on très précis dans quelques éléments qui pour servir de du piste pour moun qui réfléchir aujourd'hui sur situation ça comment sortir. Bon, pour une balance, c'est que pays là toujours. Pays pas mourir. Bien. OK? Et si nous regardons par exemple depuis le 29 février pendant près de 3 mois, il a fait même principal pour pays, il fait même pour pays, pourtant il va mal passer dans le marché Pétionville, dans le marché Port-au-Prince, ouais, plein manger. Bien manger. Plein manger. Donc c'est ça, parce que résistance là, c'est ça lié. C'est que malgré tout, son peuple qui décide de vivre. Bien. Et son peuple qui décide de produire. Son peuple qui décide de créer richesse. Et son peuple qui décide de continuer de vivre à l'intérieur de logiques culturelles pâles. Et dans ce sens, c'est l'occasion de saluer l'initiative du canal sur la rivière Massacre. Et canal sur la rivière Massacre, c'est un canal extrêmement important. Parce que c'est un événement plus important passé en 2023. Et qui montrait que, justement, paysans, Marie Barouyo, voient un signal par une nation. Ils voient un message par une nation. Un message pour dire, nous pas, le gain. Bien. OK? Haïti doit continuer à produire. Haïti pas doit accepter dépendance alimentaire fabriquée par rapport à la République dominicaine. Haïti gagne de l'eau. Nous pas capable de nous payer qui a 112 rivières avec des débits très importants. Et puis, majorité de nos pays pas gain accès à l'eau potable. Majorité de nos pays pas gain accès aux services d'assainissement. Majorité des paysans qui travaillent, ils dépendent de la pluie. Alors qu'on a 112 rivières. Donc, on a des ressources hydriques importantes. Donc, logique Maribaro, c'est la logique paysan Maribaro, c'est de dire, nous devons faire l'autre bagaille avec toute richesse que nous gagnons. Tout à fait. Il faut nous reconnaître que nous gagnons richesse. Il faut que nous camper face à Dominicains, face à tout l'autre exploiteur, pour nous dire, richesse doit au service du bien-être collectif. Claire. Nous pas devons accepter que malgré toute richesse que nous gagnons, au travail, c'est, il n'y a pas le travail comme proto-esclave en République dominicaine. Non, il y a prêté travail dans le pays. Bien. Il y a qu'à travail, il y a qu'à produire richesse. Donc, on pense que le message canal, sur Rivière Massacre, c'est un message très fort, et qui montre force culturelle paysan d'Haïti, force culturelle paysan. Et nous croyons que il y a un premier bagage, c'est connecter nous avec force paysan. Parce que très souvent, il y a déconnecté, nous déplogué nous. Faut nous capables de connecter avec force culturelle paysan. Nous, ouais, par exemple, en 2023, malgré tout désespoir, moun y a tué, moun qui obligé à courir, qui était pas de presse,
nous avons une saison rare extraordinaire. Yeah. Nous avons pas de côté dans les organes, dans Jacmel, dans Saint-Marc, dans Port-de-Paix, etc. La Tibonite. Dans la Tibonite. Donc, ça veut dire, payant là. C'est là. Et nous devons croire dans le pays. Et nous devons croire dans l'avenir paysan. Et nous devons prendre toutes les dispositions pour nous construire l'avenir ça. À la hauteur de extraordinaire patrimoine culturel, patrimoine historique et patrimoine naturel que nous gagnons. Et pour nous camper, pour nous faire ça, faut que nous ayons un projet anti-impérialiste. Claire. Parce que justement, impérialisme, projet, c'est nier existence pays. C'est pas accepter que pays ça existait, c'est même contribuer à éliminer la surface de la terre. Donc c'est prendre conscience de dimension la guerre que n'a pas affronté aujourd'hui, et prendre les conditions pour nous capables de rassembler force, rassembler énergie, et non rassembler force, rassembler énergie au niveau national, pour nous interconnecter toute plateforme de résistance à l'intérieur de projets de construction collective, et rassembler énergie en tout, il doit faire tout dans une dynamique internationaliste. Bien. Parce que Haïti est capable de connecter avec de l'autre projet de dignité nationale, de l'autre projet d'affirmation de la souveraineté. Et justement, l'autre projet, ça, il y a quoi dans le pays, il y a toujours regardé Haïti par rapport à la force que nous avons, et référence. Par exemple, tout soulèvement esclave qui fait dans le 19e siècle, tout inspiré d'Haïti. Au Brésil, par exemple, il était obligé pour un décret pour dire, pour interdire esclavage, mettez photo de Saline sur l'estomac. Donc, présence ça, faut que nous affirmer Haïti comme présence rebelle, comme présence révolutionnaire, comme présence qui sont antithèse de la domination capitaliste impérialiste. Ouais. Et dans ce sens-là, il faut nous connecter avec tout l'autre peuple qui a bataille pour libération, l'autre peuple qui a subi génocide, je veux dire, c'est pas? Et nous croyons que nous sommes capables de connecter, par exemple, avec les Afro-Américains, nous sommes connecter avec les Afro-descendants, nous sommes connecter avec le peuple premier, ça veut dire le peuple indigène, parce que Dessalines était clair, une connexion qui doit exister entre Africains avec Amérindiens, leur reprendre non-territoire, qui c'est Haïti, qui sont non-taïno. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que nous devons développer des mouvements originaux, des initiatives nouvelles, qui sont capables justement de potentialiser extraordinaire force, énergie que nous gagnons dans le pays, et connecter les avec une lutte globale contre la domination capitaliste et la domination impérialiste. Bien, amis internautes, auditeurs, auditrices, Radio Résistance, c'était surtout une réflexion dans le cadre de commémoration 109 l'année occupation américaine du pays. Donc, nous t'apprécions pour M. Chalmers, qui lui-même t'a fait une causerie avec nous sur divers aspects domination, qui t'a dû permettre à ce que nous comprenions qui ça nous est, pour nous joindre force et énergie, pour nous renverser situation ça, pour que nous reprendre droit d'être majeur paysan et revouiller signal d'un peuple qui reprend dignité, qui reprend droit, li pour vivre dans respect et dignité, avec tout et respect que nous douons l'autre nation qui yo même tout à bataille pour autodétermination yo et dignité et respect. Donc nous t'es bien content et bien là pour servir. Donc émission nous songer nous connaît ces émissions ça va être libre pour des réflexions qui chita sur des dates historiques, des événements importants pour permettre à ce que ou reconnaître tout et ou pas jamais et bien sous-estimer ça ou même ouiller son vaut et pour l'humanité. Et nous quoi Eduardo Ilima Edouard était derrière caméra et heureusement lui était dans micro pour servir et nous t'es gain avec nous professeur Chalmers. Chalmers, c'est ton plaisir pour nous recevoir sur plateau encore une autre fois. Kembe FM. Ciao.